Le monopole, oui. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Donc, on continue aujourd'hui avec la pensée arabe contemporaine et l'Occident. La dernière fois, on a parlé de l'influence, qui a commencé, disons, 1798, ou bien 1789 avec la Révolution française, et tout le bouillonnement idéologique, culturel, intellectuel du 19e siècle, pour arriver à l'institutionnalisation, ou bien ce qu'on appelait l'institutionnalisation du débat, avec la formation du parti de la délégation, le premier parti laïque en Égypte en 1919, et puis les frères musulmans en 1928, et l'émergence, ce qui nous intéressait, c'était l'émergence des principaux courants qui constituent la scène intellectuelle actuelle dans le monde arabe. Donc on a dit qu'il y a un courant laïque, et dans ce courant laïque, vous avez les libéraux et les courants de gauche, et un courant réformiste. Donc ce sont des islamistes, des mouvements islamistes qui se sont donné la tâche de réexaminer l'héritage intellectuel arabo-islamique. Et puis, on a dit qu'il y a des courants fondamentalistes. On va se passer de ces courants-là parce qu'on connaît très bien leurs idées qu'on rencontre souvent dans la presse. Donc, vous avez les salafistes, etc., et les courants djihadistes. Tout comme on va se passer des courants extrémistes dans l'autre côté, laïques, anticléricalistes, athéistes qu'on appelle souvent Daesh de l'athéisme. Donc, on va essayer de travailler de présenter quelques modèles de ces courants, courant laïque, libéral et de gauche, et courant réformiste. Donc, c'est ce qu'on a vu la dernière fois jusqu'au XXe siècle avec le mouvement national arabe qui s'inscrit dans ce courant laïque de gauche, avec Nasser qui arrive à son apogée en 1956 avec la nationalisation du canal de Suez. Donc cette idée de la nation arabe, tout comme les islamistes ont l'idée de la Oumma. Donc c'était ce qu'on a vu. Mais cette fois-ci, comme j'ai dit l'autre fois, donc on va travailler sur le XXe siècle, une nouvelle génération d'intellectuels qui s'inscrit dans cette classification. C'est bon? Et qui s'inscrit aussi dans la Nahda, la Renaissance dont vous avez parlé, donc ils sont tous dans cette... Pourquoi? Parce qu'ils ont cherché des solutions pour moderniser les sociétés arabo-musulmanes à partir de l'héritage intellectuel, l'héritage culturel arabo-islamique. Donc sur cette question, si vous voulez, il nous reste deux tâches. Donc, il nous reste la tâche de parler de ces efforts qui ont été menés par cette génération d'intellectuels. Et implicitement, quand on parlera de ces intellectuels, on va parler de cet héritage intellectuel ou bien cet héritage culturel. Parce que pour l'instant, on parle du dogmatisme religieux. Donc, ceux qui n'étaient pas là dans mes interventions sur l'islamologie classique l'année dernière, je pense, ou l'année d'avant, donc ils ne sauront pas exactement de quoi s'agit-il. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de cet héritage, pourquoi le dogmatisme religieux, mais à partir des travaux de ces intellectuels. Donc, autre point, suite à l'intervention de la semaine dernière, c'est que c'est très rare qu'on... Donc, d'habitude, c'est nous qui dérangeons les gens. Hein. Donc, on va parler on a commencé par parler de l'influence politique à partir de 1798. Et là, c'est l'influence politique, mais dans un autre stade. Donc, 1798, c'est la campagne de Napoléon. Donc, c'est cette fascination par le modèle occidental qui a fait que l'expédition de Mohammed Ali, etc. Donc, la deuxième phase, ou bien c'est une phase de stagnation du débat, c'est la phase coloniale. La phase coloniale et qui sera déterminante dans ce que nous allons voir, dans les travaux que nous allons voir. Pourquoi? Merci. Donc,
Ouais, bon, c'est bon. Donc, cette phase coloniale, donc, pourquoi c'est une phase de stagnation? Parce que les gens, vous vous en doutez, ils vont lutter pour l'indépendance. Donc, c'est des mouvements de décolonisation qui vont se battre pour des priorités avant que cela reprenne juste après l'indépendance. Donc, pour chaque pays. Par exemple, donc 1830, on a l'Algérie, la France s'empare de l'Algérie, ça on en a parlé. 1881, la France s'empare de la Tunisie, dans un protectorat. Vous avez l'Italie en Libye en 1912. On a parlé de l'Angleterre, la Grande-Bretagne, 1882-84 pour l'Égypte. Et puis, la Grande Guerre. La Grande Guerre où les pays du Moyen-Orient seront, dont tout le monde arabe sera impliqué via les puissances de colonisation. Donc, on parlera de 1919 qui nous intéresse davantage. 1919 parce que c'était la conférence de la paix, et juste après, c'était les accords de Saint-Rémy en 1920. Donc, du 19 avril au 27 ou bien au 26 avril 1920, c'était les accords de Saint-Rémy. Les accords de Saint-Rémy, c'est quoi? On a eu des accords dont on a parlé plusieurs fois, c'était les accords Sykes-Picot en 1919. La France et la Grande-Bretagne donc, ont partagé d'emblée les territoires de l'Empire ottoman en cas de guerre. Donc ils ont discuté les buts de guerre. Mais ces accords seront officialisés, ils n'ont jamais été appliqués, mais ils seront revus dans les accords Saint-Rémy. Donc pourquoi les accords Saint-Rémy nous intéressent davantage dans ces interventions? Parce que les accords, c'est le traité, ou bien ce sont des accords qui vont donner naissance aux pays du Moyen-Orient actuel. Donc à Saint-Rémy, on parlera du mandat sur la Palestine, le mandat sur l'Irak, c'était la Mésopotamie à l'époque, parce que sous l'Empire ottoman, donc on n'avait pas ces pays. On n'avait pas l'Irak. Donc l'Irak et Jordanie, c'était la Mésopotamie à l'époque. Donc on verra la naissance de la Palestine aussi, donc sous le mandat britannique. On verra l'Irak en 1920, et puis la Syrie, et puis le Liban, donc 1900... Pardon? Je dis les deux, la Syrie. La Syrie et le Liban, oui. Donc avec le... Je pense qu'on a vu ça. Donc pour la Syrie, c'était, on peut dire, de 1920 jusqu'à 1925, qui inclut la guerre en Turquie de Atatürk, qui s'est combattu contre les Français, les Grecs, les Arméniens et les Italiens. Donc on a dit que la partie Turquie, on ne va pas s'étaler sur ça, mais la constitution, la formation du Moyen-Orient actuel, s'était fait en 1920. Il nous intéresse, pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, on saura qu'il y aura une partie du monde arabe qui sera sous l'influence britannique, donc celle dont on a parlé, Irak, Palestine et Jordanie, et une partie qui est sous l'influence française, qui est Syrie, Liban, plus le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Et on rajoute l'Égypte à la partie britannique. Donc quand on parle de l'influence occidentale, on ne peut pas se passer de cet élément politique. Pourquoi? Parce que quand vous examinez tous les traités de l'indépendance, après, vous verrez qu'il y a toujours un volet culturel. Donc on va vous laisser tranquille, on va quitter vos territoires, mais en contrepartie, pas uniquement cela, mais essentiellement cela. Donc on aura des centres culturels français, des centres culturels britanniques, des échanges culturels, etc. Donc, par exemple, en France, on parlait à l'époque de la francophonie. Donc, à l'époque, ça a commencé en fait, à cette époque-là. La francophonie, en tant qu'idéologie, c'était le débat qui a eu lieu à partir de la moitié du 19e siècle. Et après, de la post-colonisation, etc. Donc, tout ce vocabulaire qu'on connaît aujourd'hui. Donc, cette influence française sur les territoires français et cette influence britannique sur les territoires britanniques, les territoires occupés par les Britanniques et occupés par les Français, donnera naissance à une génération d'intellectuels après l'indépendance qui a vécu cette période de colonisation et qui est influencée par les intellectuels du pays colonisateur. Donc vous avez par exemple en Égypte,
vous parlez de Thomas Hobbes, par exemple. Thomas Hobbes est un philosophe britannique. Vous parlez en Égypte, Thomas Hobbes, les idées de Thomas Hobbes font ravage. Et Thomas Hobbes, il représente quoi en Occident? Il représente non seulement la Grande-Bretagne, mais l'école empirique en philosophie. Donc vous avez l'école empirique en philosophie, l'école expérimentale ou empirique, qui influence davantage les territoires anglophones. Et vous avez la philosophie rationnelle qui influence davantage les pays francophones. Je cite Thomas Hobbes par exemple, mais il y a d'autres exemples qu'on verra quand on parlera de ces gens-là. Donc ce paramètre politique est très important. Et on essayera justement d'évoquer des modèles qui... on va essayer de couvrir en fait toutes ces variables. Le premier dont on parlera, si vous permettez, et qui a donné les bases, c'est Mohamed Abid Al-Jabiri. Mohamed, comme ça, Abid Al-Jabiri. C'est un profil qui correspond exactement à ce qu'on est en train de dire. Il est né en 1935, début du XXe siècle. Il a vécu la période coloniale française au Maroc jusqu'en 1956 et il est mort en 2010. C'est l'un des intellectuels qui ont marqué la scène intellectuelle et qui continue de la marquer aujourd'hui. Pour se faire une idée sur son profil, il est né, j'ai dit, en 1935. C'est un professeur de philosophie. Il a eu un baccalauréat mathématique. C'est très important pour sa formation, pour son esprit scientifique. Et puis, il a travaillé comme journaliste d'investigation dans un journal de gauche. C'est le journal de l'UNFP, l'Union nationale des forces populaires au Maroc. C'est un parti politique issu du mouvement national de libération. Donc c'est un mouvement, quand vous parlez par exemple du FLN en Algérie, Front de libération nationale, l'équivalent au Maroc, c'est le mouvement national de libération, mais cette appellation au Maroc n'existe plus parce que juste après l'indépendance, on a eu des partis politiques qui se sont formés, c'est-à-dire il y a eu pas des défections, mais c'était des débats, c'était des différents, qui ont donné naissance à un parti istiklal, l'indépendance, et puis l'Union nationale des forces populaires. Donc, Mohamed Abid Al-Jabiri était l'un des principaux, pour ne pas dire le principal, théoricien du mouvement de l'Union nationale des forces populaires, qui deviendra l'Union socialiste, très important, socialiste, des forces populaires qu'on connaît aujourd'hui au Maroc. C'est un parti, hélas, très affaibli par l'intervention de l'autoritarisme. On le sait très bien, l'autoritarisme ne peut pas accepter l'émergence ou bien l'existence de partis politiques indépendants. Donc, c'est un parti qui s'est affaibli. Et quand on a parlé de la démocratisation avortée au Maroc, je pense que certains d'entre vous étaient là, on a parlé de ces interventions de l'autoritarisme marocain dans la scène politique. Donc, Mohamed Abid Al-Jabiri, avec ce statut de journaliste d'investigation, il a acquis le don, pas de vulgariser, mais de simplifier le langage spécialisé, philosophique, pour qu'il soit accessible à un maximum possible de lecteurs. Donc, sans non plus tomber dans la banalisation. C'est très important, ça l'a beaucoup aidé dans les travaux qu'il a effectués. Donc, on va voir ce qu'il a fait. Pour lui, il s'est posé la question que se posent tous les théoriciens, ou bien tous les intellectuels dont on a parlé, de la Renaissance, entre guillemets, pourquoi le monde arabe est en retard? Est-il en retard? Donc, quelles sont les solutions? Quels sont les moyens? Quels sont les efforts à faire pour moderniser l'héritage intellectuel arabe? L'héritage intellectuel arabo-musulman. Donc, pour lui, il va se dire, tiens, on a vécu une période d'or, l'âge d'or, avec les Omeyyades. Donc, pour lui, il va chercher pourquoi cet âge d'or, pourquoi on est tombé dans la décadence. Donc, c'était la question qu'il s'est posée.
Pourquoi on est tombé dans la décadence après le XIVe siècle? Donc, si on trouve la solution pourquoi la décadence, on pourra trouver aujourd'hui la solution comment moderniser notre héritage et comment arriver à suivre cette évolution, industrialisation, etc. de l'Occident. Donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a travaillé sur l'héritage culturel, toutes les productions intellectuelles, donc il a fait un travail de sociologie de la connaissance en utilisant des moyens occidentaux modernes. Donc, c'était la première des choses, c'était les méthodes des sciences sociales. On a dit la sociologie de la connaissance, donc il va utiliser la méthode, ce qu'on appelle aujourd'hui la méthode analytique descriptive sur tout cet héritage intellectuel, toute cette production intellectuelle. Depuis quand? Depuis l'ère de la codification. On appelle cela l'ère de la codification, c'était le 2e siècle. Ça, c'est une codification, c'est un concept très juridique. Ça existe aussi en droit français. La codification, c'était à partir du 2e siècle de l'Hégire. Le 8e, le 9e siècle. On appelle ça codification, pourquoi? Parce qu'avant, tous les hadiths, donc toutes les citations du prophète, le discours du prophète, et tout, il n'était pas écrit. C'était à cette période-là, au 2e siècle, qu'on a commencé à tout ramasser, tout rassembler pour écrire, noir sur blanc, tous les textes religieux de l'époque. Donc le Coran, il y a un débat sur le Coran, mais on en parlera justement, notamment avec Arkhon. Donc c'était l'ère de la codification. Donc Mohamed Abed Jabiri, ceux qui le critiquent aujourd'hui, se disent, tiens, il a travaillé sur tout ce qui est écrit, donc les productions intellectuelles. Donc tout ce qui est culture populaire a été mis de côté. On verra pour ces critiques qu'on lui a adressées pour ses travaux. Donc, à partir de la codification jusqu'à nos jours, c'est-à-dire jusqu'aux années 80, quand il a commencé à travailler sur ça, en utilisant la méthode analytique descriptive. Donc, il a présenté ce travail avant qu'on présente les résultats de ses travaux. Donc, il a présenté ce travail, ou bien, si vous voulez, c'est sa principale thèse, dans un ouvrage en 4 tomes, qui s'appelle « Critique de la raison arabe ». Je vais m'arrêter sur les commentaires sur l'influence occidentale sur les travaux de ces chercheurs parce que je pense que c'est la thématique sur laquelle on travaille. C'est le cœur de ce qu'on fait. Critique de la raison arabe. C'était en 4 ouvrages. Le premier s'appelle Formation de la raison arabe. Le deuxième, Structure de la raison arabe. Le troisième, Critique de la raison arabe. Et puis un 4e, c'est la raison politique arabe. Et puis la raison morale arabe. Donc, si vous voulez, c'est 5 ouvrages, parce que le 5e, il a rajouté après. Critique de la raison arabe, c'est le titre de Immanuel Kant. Voilà, donc l'influence. Voilà. Critique de la raison pure. Voilà. Immanuel Kant. Donc, je vais m'arrêter sur ces commentaires. C'est un peu amusant, mais c'est pour voir en fait comment les gens ont eu cette idée de... Donc, critique de la raison arabe. De Immanuel Kant, il parle dans la critique de la raison pure. Je pense que vous vous êtes déjà fait une idée sur Immanuel Kant, comment il a procédé dans son ouvrage. Les maximes, les impératifs catégoriques, etc. Mais lui, il ne fera pas le même travail qu'Immanuel Kant, automatiquement. Je pense qu'on n'a pas encore de chercheurs qui peuvent faire aujourd'hui, qui peuvent mener un travail aussi pertinent que celui d'Emmanuel Kant. Ce qu'il a fait, c'est que Mohamed Abed Jabiri est parti chercher quelques concepts, encore, notamment français, pour expliquer ce qu'il va faire dans cette thèse. Donc il va chez Lalande, le philosophe français, donc il prend la raison constituante et la raison constituée. Le concept de la raison constituante qui constitue les idées, et la raison constituée, donc tout le travail qui a été fait, pour travailler sur pour critiquer la raison arabe.
Donc je vais dans les productions intellectuelles qui ont été faites depuis la codification jusqu'à nos jours, pour voir, pour déceler tout ce travail, et pour le déceler, il me faut encore des outils. Le deuxième outil dont il se servira, c'est le concept de l'épistémé de Michel Foucault. Je vais le mettre ici. L'épistémé, donc le dernier accent il est grave. L'épistémé, en fait, il ne faut pas trop s'embrouiller avec ces concepts philosophiques parce que normalement leur définition est très simple. Voilà, donc épistémé, épistémologique, etc. L'épistémé, c'est l'esprit de l'époque. Voilà, des choses qu'on peut. C'est une façon de parler, une façon de penser, une façon de se représenter le monde dans une époque donnée. Donc ça, c'est l'épistémé de cette époque. Et évidemment, dans 3 siècles, on n'aura pas la même façon de parler, on n'aura pas la même façon de penser, on n'aura pas la même façon de se représenter le monde. Donc l'épistémé de cette époque, il appartient à cette génération-là, d'ici 3000 ans, de définir comment, bien d'ici 3 siècles, définir comment était notre épistémé. Voilà, c'était tout ça, en fait, avec Michel Foucault dans Des mots et des choses, en 1963. Et Mohamed Abd el-Jabiri a utilisé l'épistémé pour travailler sur les productions intellectuelles et distinguer les épistémés des époques. Voilà en fait ce qu'il a fait. Et le résultat, c'est qu'il a trouvé qu'on a 3 épistémés principaux dans le monde arabe. Épistémé, je pense en français aussi, parfois moi je l'appelle les systèmes cognitifs. Donc ça peut faire ça, mais c'est l'esprit de l'époque. Donc il a 3 épistémés dans le monde arabe. Le premier, c'est le bayan. Oh, encore cette fois-ci, je garde l'appellation arabe parce que ce n'est pas vraiment la rhétorique. C'est une forme de rhétorique, mais ce n'est pas la rhétorique. Le bayan, c'est un champ cognitif qui structure une majeure partie dans les productions intellectuelles dans le monde arabe. Et il est basé essentiellement sur les techniques discursives autochtones. Grammaire, ce qu'ils appellent ilm al-kalam, ce sont des techniques, la dialectique. Donc toutes ces techniques, il y a ce qu'on appelle aussi al-qiyas. Donc c'était des techniques discursives, on travaille sur le discours en utilisant la lexicologie. Donc c'est ça al-bayan. Et le résultat, c'est que ça donne une lecture littérale des textes. Donc c'est la lecture la plus littérale des textes et celle du bayan. Parce que quand vous travaillez sur un texte en utilisant uniquement des techniques discursives, automatiquement vous allez avoir... C'est vrai que vous travaillez sur les procédés de signification, mais vous n'allez pas jusqu'au bout dans la signification. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres techniques qu'on verra. Donc c'est ça. Le bayan, c'est la partie majeure dans le monde arabe. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les salafistes, les fondamentalistes, etc., travaillent sur le bayan. Donc, on a dans les... Je vais faire un petit rappel, c'est très important. Dans l'islamologie classique, donc, comme Abd el-Jabiri par exemple, quand il a travaillé sur ça, il a travaillé sur toutes des productions intellectuelles qui ont été menées par des intellectuels de première et deuxième et troisième génération, qui étaient régis par quoi? Qui étaient régis par les différentes guerres entre sectes qui constituent aujourd'hui la colonne vertébrale de l'histoire arabo-musulmane. Par exemple, entre chiites et sunnites. Donc vous avez ce conflit entre chiites et sunnites qui est survenu le lendemain de la mort du prophète de l'islam, Mohammed. Donc certains ont voulu... Vous vous êtes fait une idée sur sunnisme, chiisme? Voilà. Non. Voilà donc... Voilà, oui.
Et c'est très important, donc je vais survoler cela très rapidement. C'est important pour comprendre ces systèmes cognitifs. Donc le lendemain du décès du prophète Mohammed, donc il y a eu un conflit entre une partie qui voulait, qui a choisi comme successeur Abu Bakr, donc c'est l'un des compagnons, et une autre partie, essentiellement la famille du prophète, qui revendiquait que cela soit un membre de la famille. Donc c'était Ali. Donc ceux qui étaient avec Abu Bakr sont aujourd'hui les sunnites, et ceux qui sont partis avec Ali, les partisans d'Ali sont appelés les chiites. Donc il y aura un deuxième calife, Omar, et puis donc c'est de 634, on a eu cette date, et puis Othman, le troisième, et puis Ali qui sera le quatrième, et après viendront les Omeyyades. Donc il s'ensuit quoi? On a le sunnisme et le chiisme. Donc le sunnisme, c'est 4 écoles juridiques, et 3 ou 4 principales écoles théologiques. Donc vous avez le Malikite, le Hanbalite, vous avez le Shafi'ite et vous avez le Hanafisme. Donc ces 4 écoles juridiques du sunnisme et et les écoles théologiques, on a le Mu'tazila al-Ash'ari, c'est un détail, on s'en passe. Et puis pour les chiites aussi, ils ont des écoles juridiques, plus de 14, plus des écoles théologiques. Donc, quand Mohamed Abed al-Jabiri a travaillé sur l'héritage, donc il a travaillé sur tout cela. Vous vous en doutez, le bayan sera essentiellement l'école juridique la plus littérale. Le hanbalisme, par exemple. Donc, voilà pour le premier épistémé. Le deuxième, dans les résultats d'Al-Jabiri, j'ai commencé par Al-Jabiri parce que c'est lui qui donne les clés de lecture tous les débats dans le monde arabe, actuel ou passé. Donc après c'est le Irfan. Je choisis aussi, pourquoi je laisse les mots en arabe, les concepts qu'il a choisis. Pourquoi? Parce que Mohamed Abed al-Jabiri n'est malheureusement pas traduit en français. Le seul travail de Mohamed Abed al-Jabiri que vous allez trouver sera intitulé Critique de la raison arabe, que j'ai écrit tout à l'heure, mais vous ne trouverez jamais formation, structure, tous les tomes. Et encore, Critique de la raison arabe, c'était un résumé qui a été fait par quelqu'un et qui n'était pas du tout pertinent. Donc malheureusement, Mohamed Abed al-Jabiri n'est pas encore traduit, peut-être qu'il est difficile à traduire, mais il n'est pas encore traduit en français. Donc je garde ces concepts et je donne l'équivalent en français relativement. Donc le Irfan, c'est la gnose dans la chrétienté. Le Irfan, donc c'est la gnose, mais si vous voulez comprendre mieux, c'était un système cognitif qui a existé avant l'islam. Pourquoi? Parce que toujours, c'est le courant soufi. Donc c'est les soufis qui ont toujours utilisé la gnose. C'est l'épistémé des soufis. Donc le sens caché prévaut et la vérité est saisie. L'Irfan en arabe, ça veut dire connaissance. Donc c'est la connaissance spirituelle, directe. C'est ça en fait l'épistémé al-Irfan. C'est la connaissance spirituelle directe qui est utilisée par les soufis. Si vous voulez, on peut ouvrir l'autre porte en bout. Mais je pense que ça... Donc, l'Irfan, c'est la connaissance spirituelle directe. Quand vous travaillez aujourd'hui en Occident, l'équivalent, c'est Jean Locke. Voilà. Les connaissances, la théorie de la connaissance chez Jean Locke, donc la connaissance, le sens, c'est un peu le Irfan. Et c'était avant l'islam. Ce qui s'est passé, c'est qu'après la révélation islamique, on a eu, après la révélation islamique, et après le décès du prophète, et à partir du IIe siècle, on a le retour de l'Irfan, du soufisme, avec une nouvelle teneur musulmane. L'évolution, je vais voir pour l'évolution, on verra en fait ce que ça fait aujourd'hui, cette évolution. Le troisième, c'est le Burhan. B-U-R-H-A-N.
c'est la démonstration. C'est le champ cognitif le plus rationnel. Il est basé sur les méthodes aristotéliciennes. Donc, c'est le raisonnement philosophique rationnel pur. Averroès, par exemple. C'était dans le Burhan. Je peux donner d'autres exemples. Ibn Tufayl, ça vous dit quelque chose un tout petit peu. Pour les philosophes, pour le Irfan, c'est Avicenne. On a tendance à appeler cela le néoplatonisme. Avec Avicenne, avec Al-Farabi. L'année dernière, avec les étudiants master philosophie à la Sorbonne, j'étais très étonné de découvrir que des étudiants se sont donné la tâche de traduire les œuvres de Al-Farabi. C'est très important. Parce que Al-Farabi, avec Platon, il ne le répète pas, mais c'est à peu près les mêmes idées, d'un autre point de vue. La République de Platon et ce que dit Al-Farabi ne sont pas très différents. L'essentiel, c'est que le Burhan, c'est le troisième et le dernier système cognitif dans le monde arabe. Donc, à chaque fois que vous avez une production intellectuelle arabe, donc, ou bien vous la classez dans l'une des trois, ou bien le mélange de l'un et l'autre. Donc, vous avez, en fait, surtout les nouvelles générations qui travaillent entre les... qui essaient de combiner. Le Irfan, c'est surtout le chiisme. Donc, on a parlé des soufis, mais c'est surtout le chiisme. Et un courant gnostique qu'on appelle les batinistes. Ça s'apparente avec le bat de Syrie, mais ce n'est pas cela, parce que vous n'avez pas le H. Le batinisme en arabe, c'est le batin, c'est la gnose. Donc là, c'est le chiisme et les soufis, dont les sunnites aussi, donc ils utilisent le Irfan. La figure la plus connue en Irfan dans le monde arabe, c'est Ibn Arabi. Il y a des romans qui circulent en français. Voilà. Donc, le Burhan, c'est la figure la plus connue en Occident, c'est Averroès. Là aussi, pour la traduction, très important de rappeler que les œuvres d'Averroès étaient brûlées. Et, mystère parfois, c'est que il y a un ouvrage très important dans lequel il présente des commentaires sur la République de Platon et qu'on ne trouve pas en arabe ni en français et qui est disponible en hébreu. Voilà, mystère. Pourquoi? Parce qu'il a été traduit par les judaïstes à l'époque avant qu'il soit brûlé. Et donc il y a Jacob Rosenthal qui était obligé d'aller voir cette version hébreu et l'a traduite en anglais. Et en 1998, Mohamed Abed Jabiri a eu l'idée de proposer la traduction à un professeur d'hébreu à Rabat en 1998 qui l'a traduit. Donc il a été préfacé par Mohamed Abed Jabiri. C'était une initiative très importante parce qu'il n'est toujours pas disponible en français. Si vous voulez vous procurer la version anglaise, cet ouvrage est très important parce qu'il déconstruit un certain nombre de mythes autour d'Averroès. Moi, en tant que journaliste d'investigation, j'ai travaillé sur ce sujet pour l'émission des livres controversés. Et le résultat, en se basant sur les travaux de Jabiri, c'est que la raison pour laquelle les livres d'Averroès étaient brûlés et la raison pour laquelle Averroès lui-même était réprimé, c'est politique. Ça n'a rien à voir avec ses lectures rationnelles de textes religieux, etc., qu'il prônait. C'est politique parce que le calife qui était à Marrakech à l'époque, les Almohades, il était juge et représentant du calife à Cordoue. Donc le calife était malade et le calife découvra par la suite qu'Averroès complotait avec un certain X et avec le frère du calife pour le renverser. Donc vous verrez, vous ferez une idée sur Averroès. Je sais que beaucoup de gens parlent de lui en Occident comme martyr.
avant que j'efface cela, de ces idées, mais pour l'histoire, moi personnellement, je pense plutôt au volet politique. Pour des raisons encore que je pense qu'on peut faire l'économie de cela, ou bien on peut l'évoquer une autre fois. Donc, les résultats de Mohamed Abd el-Jabiri. Après avoir distingué ces trois épistémés, il se posera la question, pourquoi la décadence? Encore une fois. Donc la décadence, parce que le premier, le Burhan, est censuré. Donc, pourquoi il est censuré? Il est censuré par les politiques. Et là encore, un deuxième résultat très important chez lui, c'est que le débat dans l'islam, ce n'est pas comme en Occident, avec la chrétienté, vous avez toujours un conflit entre l'Église et la science. Dans le monde arabe, on n'a pas de conflit entre l'Église et la science, ou bien entre les mosquées, les clergés, sunnites, etc. et la science, mais on a un conflit entre le politique et le religieux. Donc pour lui, c'est le politique qui est derrière la décadence quand il a décidé de réprimer le Burhan, donc les lectures aristotéliciennes rationnelles, voilà la première. La deuxième, c'est qu'il a figé le bayan, donc on se contente des lectures des premiers. Pourquoi on les appelle aujourd'hui les salafistes? Parce qu'un salafiste aujourd'hui en France, il vous parlera de Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, qui a vécu au 8e siècle, avec les lectures du 8e siècle, avec les fatwas du 8e siècle, on s'adresse au public aujourd'hui au 21e siècle. Pourquoi? Parce que c'est resté figé. Tous les outils qu'on peut voir dans les écoles juridiques de l'islam, dans la lecture des textes, ce sont des techniques qui ont été mises en œuvre la première fois par Shafi'i et qui ont été appliquées par les générations d'intellectuels de l'époque. Donc c'est resté figé. Voilà la première. La deuxième, l'Irfan, elle a été abandonnée. Ça devient quoi après la décadence? Donc on n'a plus ce sophisme, ce mystique de Ibn Arabi. Non, on a tout ce qu'on appelle les voix. Les voix, avec eux, c'est un sophisme que vous trouvez aujourd'hui dans les marabouts. Les marabouts qui ont visité l'Afrique, ou bien l'Afrique du Nord ou au Moyen-Orient, les marabouts, c'est une forme de sophisme qui s'adresse à un X qui est enterré dans le marabout. Donc, on essaie de chercher la félicité, de chercher la paix avec cet intermédiaire qui est enterré dans le... Donc, avec la sorcellerie, etc. Donc, malheureusement, le sophisme a dégénéré dans la sorcellerie. Pas tout le sophisme, bien entendu. Il y a un côté psychologique aussi. Donc, quand vous êtes dans la décadence, ce n'est pas la même chose. Donc, vous n'êtes pas dans le même état d'esprit. Donc, on cherche des représentations qui sont souvent mystiques, si ce n'est pas de la superstition. Donc, là, pour le sophisme, et le troisième, on a parlé de Burhan. Le Burhan a été censuré. Le sophisme, voilà en fait ce qui a donné la décadence. Donc, 4 résultats principaux à retenir chez Al-Jabiri. Les 3 épistémés, ou bien les 3 systèmes cognitifs, et puis le rapport entre le politique et le religieux dans l'islam. Donc, vous en doutez, pour lui, la première des choses qu'il va préconiser, c'est de relancer le Burhan et de donner plus de liberté au bayan. Ce qu'on appelle la réouverture des portes de l'exégèse dans le Coran. Et lutter contre... très généralement, lutter contre ces formes de connaissances spirituelles directes erronées passe par les systèmes éducatifs qui sont malheureusement en faillite depuis plusieurs années dans la région. Donc voilà pour Al-Jabiri l'essentiel qu'il faut retenir dans sa thèse.
Mais il y a un autre volet, là c'est le volet culturel. Donc il y a le volet politique. Comme il parle du conflit entre le politique et le religieux, donc il se donne aussi la tâche d'examiner ce qu'il appelle la raison politique arabe. La raison politique arabe, en se servant encore cette fois-ci des outils modernes des sciences sociales occidentales. Il part chez qui? Il part chez Carl Gustav Jung. Oh, avec K ou C. Donc, avec E ou sans E, ça dépend. Quand vous parlez suisse ou allemand. Ouais. Donc, il part chez Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung, c'est le précurseur de la psychologie analytique. C'est le disciple ou le collègue de Freud qui a fait défection. Donc, Carl Gustav Jung, je pense que certains d'entre vous se diront, mais c'est le volet spirituel chez Carl Gustav Jung qui fait que ce mystique du monde arabe vient de le chercher. Mais c'est plutôt pour Carl Gustav Jung, il vient chercher le concept de l'inconscient collectif. Voilà donc pour la raison politique arabe. Et là, l'une des critiques principales qu'on adresse à Mohamed Abid el-Jabiri, c'est que quand tu travailles sur la raison, la critique de la raison, dans le monde arabe, tu travailles avec des outils de Lalande et ce dont on a parlé tout à l'heure, Foucault, etc. Mais c'est surtout Harkon qui travaillera avec les outils de Claude Lévi-Strauss, on verra ça, en anthropologie. Et quand tu viens à la raison politique arabe, tu fais appel à d'autres concepts qui sont ceux de la psychologie analytique. Est-ce qu'il s'agit de deux raisons différentes? Pourquoi ne pas analyser la raison politique arabe avec les mêmes outils que... Donc, je fais comme ça, c'est mieux de présenter les critiques en même temps, avec les idées de chacun, comme ça aide à retenir, pour sortir du système classique de présenter les critiques après. L'inconscient collectif, quand il examinera la raison politique arabe, il sortira avec trois résultats essentiels, trois composantes essentielles qui constituent la raison politique arabe. Tout cela, quand je vais l'étaler, vous allez voir que ça il continue toujours d'exister. Donc la première composante, je commence par la tribu. La tribu, c'est, en français, c'est l'esprit de clan. Mais c'est surtout le tribalisme, pour être plus direct. Donc, la tribu, c'est une composante essentielle dans la raison politique arabe. Donc, dans le discours politique, dans les décisions politiques. Et jusqu'à nos jours, le conflit dans le Golfe actuel entre l'Arabie Saoudite et le Qatar, c'est tribal à 100%. Donc, la tribu continue de peser lourd sur la raison politique arabe. Et là, ce n'est pas une découverte d'Al-Jabiri, c'est une reprise d'un philosophe, historien éminent dans le monde arabe, c'est Ibn Khaldoun. Ça vous dit quelque chose? Voilà. Donc, il parle du fanatisme tribal. Ibn Khaldoun, l'Asabiyya al-Qabaliyya. Donc, lui, il reprend les termes d'Ibn Khaldoun sous une autre forme, dans ce qui concerne la tribu. Pour Ibn Khaldoun, je vais l'écrire pour ceux qui... Donc, Ibn Khaldoun, c'est surtout dans le livre des exemples. Le livre des exemples, c'est... En fait, le livre en arabe s'appelle Muqaddimah, l'introduction. L'introduction. Pour ne pas tout traduire, donc je pense qu'il y a celui qui a traduit le livre, l'introduction d'Ibn Khaldoun, a bien fait, parce que j'ai survolé, j'ai feuilleté ce livre il y a quelques années, donc il a survolé, il a repris les idées principales d'Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun, c'est le
Quand on parle aujourd'hui de la sociologie, normalement, le précurseur de la sociologie, c'est Ibn Khaldun. Donc, Auguste Comte et tous les autres, Émile Durkheim qui viendront après, c'est pour les règles de la méthode, etc. Donc, ils ont développé ils ont développé la sociologie dans le sens épistémologique. Ibn Khaldun, c'est aussi le premier à avoir remis en cause les techniques classiques de l'écriture historique. Donc, le travail, la science, l'histoire avant Ibn Khaldun et après, ce n'est pas la même chose. On verra avec l'école des annales françaises du XXe siècle que ça représente une rupture par rapport même à ce qui a été préconisé par Ibn Khaldun. Et le livre des exemples est très important aussi pour comprendre et pour voir les manifestations de la décadence dans le monde arabe à son époque, parce qu'il a vécu au XIVe siècle. Donc pour lui, c'était le début du déclin. Donc quand vous avez un philosophe, historien, sociologue qui est aussi homme de pouvoir, parce qu'il a servi dans les sérails, qui vous raconte cette période-là, je pense que c'est un travail d'observation participante, pour parler plus sociologie ou anthropologie actuelle. Donc, la première composante, c'est la tribu. Et la critique, bien sûr, pour Al-Jabiri, c'est quelque chose qu'il faut... Je la chercherai plus tard. Donc, la deuxième composante, c'est le dogme. Le dogme, c'est le dogme. Mais le dogme, pour lui, ce n'est pas uniquement le dogmatisme religieux, mais c'est une forme de dogmatisme aussi qui concerne les formations politiques. Donc, c'est la deuxième composante, et la troisième, c'est le butin. Le butin, c'est les butins de guerre. Ce qui a été repris à l'ennemi après la victoire. Le butin, pourquoi pour Ibn Khaldun, pour Al-Jabiri, le butin est une composante essentielle parce que c'est ce qui fait bouger les politiques à travers toute l'histoire arabo-islamique. J'ai des collègues l'autre fois, des amis, qui m'ont critiqué pour avoir utilisé le concept dont je vous ai parlé de conquête, parce que pour les religieux, ce n'est pas une conquête. Voilà, donc vous faites dans la tarwa, etc. Et qu'est-ce qui fait que ces conquêtes ont eu lieu? C'est entre autres le butin. On a besoin d'argent, donc on va s'emparer de la fortune des voisins. Sous quelle égide? Sous l'égide de la religion. Avant, ça se passait au nom de la religion musulmane et au nom de la religion chrétienne avec les croisades. Donc l'appel du pape à Clermont-Ferrand pour la première campagne des croisades, c'était pour l'argent. Mais aujourd'hui, ça se passe au nom des confessions. Donc vous avez par exemple le sunnisme, chiisme dans le Golfe. Donc pour que l'Arabie Saoudite mobilise des gens à diaboliser l'Iran, donc il joue ce volet, ce dualisme sunnisme-chiisme. Donc, quand on parle de butin, ce n'est pas uniquement pour la religion, mais c'est aussi pour les sectes et pour les confessions. Donc, les trois composantes pour la raison politique, pour Abd al-Jabiri, et vous vous en doutez, donc, c'est une critique qui présente la solution en même temps, c'est que pour moderniser l'État dans le monde arabe, donc il faut adopter des concepts modernes. Donc, il faut se passer de tout cela. Alors, évidemment, dans certains, comme dans le butin, vous trouvez que c'est un peu la géopolitique actuelle. Hein. Quand la France fait la guerre au Moyen-Orient, elle ne la fait pas pour rien. Hein. C'est pour le pétrole, c'est une sorte de butin. Mais le tribalisme et le dogmatisme, c'est surtout ce qu'il critique. Pourquoi? Parce que cela a trait à sa critique de la raison arabe. Les dogmes, c'est plus religieux. Pardon? Les dogmes.
Le dogme, c'est à la base religieux, mais c'est un dogmatisme politique aussi. Donc on parle de dogmatisme dans des partis politiques aujourd'hui. Dogmatisme macronien, etc. Donc ouais. Voilà en fait, si vous voulez, pour les travaux de Mohamed Abed Jabiri, critique de la raison arabe, critique de la raison politique, ou bien la raison politique arabe, c'est l'essentiel à retenir. Il y a un autre volet. Il nous reste encore du temps. Parfait. Parce que Archon, c'est plus exhaustif et c'est plus controversé. Et je ne dis pas plus pertinent parce que je ne suis pas en mesure de comparer. Parce que tous les deux ont fait un travail gigantesque. Donc pour conclure avec Mohamed Abed Jabiri, on a parlé de ces deux volets, mais il y a le volet de la morale. Le volet de la morale, je ne vais pas m'étaler beaucoup sur le côté moral, pour gagner du temps premièrement, et deuxièmement parce que lui-même, quand il fait le même travail qu'il a fait pour la critique de la raison arabe, le premier constat, ou bien c'est pour la critique de la raison arabe, il fait 120 pages pour étudier toutes les définitions existantes à l'époque de la raison. Donc pour Socrate, ça veut dire pour etc. etc. Pour la morale, donc quand il arrive, et dans le monde arabe aussi, quand il arrive à la morale, le premier constat, c'est qu'on n'a pas de philosophie morale dans le monde arabe. On n'a pas de philosophie morale. On a la poésie. Donc la morale à l'époque, c'était la poésie, c'était la littérature et la religion. On n'a pas de philosophie morale. En Occident, quand vous parlez de Kant, critique de la raison appliquée, donc Kant, qu'est-ce qu'il fait? Kant, il vient pour présenter un modèle juste milieu entre les empiriques et les rationnels, dans la définition de la morale. C'est ce qu'il fait dans la critique de la raison appliquée. Le principe agit uniquement d'après la maxime dont tu voudrais qu'elle devienne en même temps une loi universelle. Donc là, c'est la maxime 2 des impératifs catégoriques de Kant. Pourquoi, par exemple, dans cette définition qu'il donne, ou bien dans cette maxime qu'il donne, il choisit le juste milieu entre les empiriques qui disent, tiens, la morale c'est empirique, et ceux qui disent, la morale c'est inné, donc on sait le bien et le mal, et saisi automatiquement par l'instinct. Pour le monde arabe, on n'a pas cette philosophie, on n'a pas ce débat. Donc, pour lui, il a essayé de chercher ces principes fondateurs de la morale dans le monde arabe au travers de l'histoire. Donc, avec les Ottomans, l'influence de l'Empire ottoman, ce qu'il appelle l'akhlaq ta'a, etc. Donc, ça, on va se passer de tout cela parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas de philosophie morale. Et pour l'influence occidentale, qui constitue notre sujet, on n'aura pas beaucoup de choses à dire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va évoquer la critique principale qui est adressée, mis à part tout cela, à Mohamed Abed Jabiri, et on passe à Archon. Donc, j'ai parlé de la langue. Si vous voulez vous faire une idée, il faut aller chez celui que j'ai critiqué, que j'ai cité l'autre fois, le penseur syrien Georges Tarabichi. Georges Tarabichi, il était réfugié à Paris jusqu'à son décès en 2016. C'est lui en fait que j'avais rendez-vous avec lui pour l'interview et il s'est passé là. Voilà. Donc, Georges Tarabichi ne cache pas ses intentions envers Mohamed Abed Jabiri. Pourquoi? Parce que même les titres des livres, il les choisit en fonction des titres des ouvrages de Jabiri.
Par exemple, le premier, c'est critique de la raison arabe. Voilà, donc, pour ceux qui, voilà, pour les disciples de Mohamed Abed Jabiri, ils disent que, voilà, Tarabichi attend que... Alors que, honnêtement, il a présenté des critiques constructives. En grosso modo. La première, c'est que cette raison constituée de la langue, pour lui, Mohamed Abed Jabiri les a mal traduites. La deuxième, c'est que Mohamed Abed Jabiri évoque un concept très important qu'il appelle la rupture épistémologique entre l'Orient et le Maghreb. Et là encore, c'est l'influence occidentale parce que ce concept de rupture épistémologique est un concept de Gaston Bachelard. Donc il utilise Mohamed Abed Jabiri pour dire quoi? Pour dire que les philosophes du Maghreb ont toujours été rationnels. C'était le Burhan. Donc Averroès, Ibn Tufayl, Chatibi, etc. Donc on a 4 ou 5 philosophes en Andalousie et au Maghreb. Pour lui, ils étaient dans le Burhan, dans le raisonnement aristotélicien. Et les orientaux comme Avicenne, Farabi, etc. sont plutôt dans le néoplatonisme, dans le Irfan. Donc la critique de Georges Tarabichi est très importante dans le sens où il a examiné les travaux de ces philosophes et il trouve par exemple que Ibn Tufayl, qui est en Andalousie, au Maghreb, a repris plus de 2/3 de la philosophie d'Avicenne. Donc pour lui c'est un simplisme. Voilà la première raison. Et la deuxième, c'est que pour lui, dans cet ouvrage, il l'appelle, l'ouvrage dans lequel il présente cette critique, il l'appelle l'unité de la raison arabe. Wahdat al-aql arabi. Vous vous en doutez, il est agité par la volonté d'unir les pays arabes. Pour lui, le fait de parler d'une rupture épistémologique entre les deux, c'est une rupture géographique aussi. Alors qu'à l'époque, à partir des années 60, années 50, à partir des années 40, avec Georges Habash à l'université de Beyrouth, on a vu une naissance de ce mouvement nationaliste arabe qui a influencé les intellectuels durant la deuxième moitié du XXe siècle. Donc il est agité par deux volontés. La première est celle de l'unité, et la deuxième, qui est plus fondée, est celle de Ibn Tufayl, qui constitue un paradoxe. Donc il n'y a pas pour lui une rupture épistémologique entre les deux. Georges Tarabichi était journaliste, était rédacteur en chef d'une revue, et il avoue qu'il n'a jamais lu la philosophie, c'est-à-dire qu'il ne s'intéressait pas à la philosophie avant. Mais en lisant Mohamed Abed Jabiri, il s'est donné la tâche de travailler pendant 8 ans sur les ouvrages philosophiques, et notamment ceux de Jabiri, pour pouvoir écrire. Autre apport de Georges Tarabichi, c'est lui qui a traduit quasiment toutes les œuvres de Freud. Donc la psychologie, toute la psychologie, presque, c'est lui qui l'a traduite en arabe. Et il m'a dit une fois que l'écriture, c'est devenu une addiction pour moi, et ça risque de créer des problèmes familiaux. Je lui dis, genre quoi? Il me dit, ma femme m'a menacé de me divorcer. Il écrit beaucoup, il traduit beaucoup. C'était un grand monsieur qui a marqué le XXe siècle. Je ne retiens pas le nom, mais il était rédacteur en chef de cette revue avant qu'il soit exilé à Paris. Non, c'était en Syrie. Donc, Al-Watan al-Arabi, je pense que c'était au Koweït, non? Mais c'était Al-Arabi qui paraissait au Koweït. Je pense qu'on a tout dit pour Al-Jabiri. Lui-même, il dit qu'il a ce
qu'il a fait, c'est une contribution dans le cadre de la Renaissance pour sortir de la crise. Donc c'est un vocabulaire qu'on répète toujours. La crise, c'est la décadence, c'est le problème. Hein. Et pour la plupart des chercheurs, il a des prix sur ses travaux sur Ibn Khaldoun. C'est le premier connaisseur d'Ibn Khaldoun dans le monde arabe. Et pour les chercheurs actuellement, ils considèrent que vraiment, ces travaux de la Renaissance, il y a un avant et après Mohamed Abed el-Jabiri. Une autre critique qu'on lui adresse, c'est qu'il il théorisait une certaine éradication des minorités. Si vous voulez présenter, tant qu'on parle de l'épistémie, à l'époque, parler de l'unité dans le monde arabe ne prenait pas en considération les minorités. Donc les Amazirs, par exemple, les Kurdes, donc l'unité du monde arabe. Donc pour lui, dans certains écrits, il théorisait l'unité du monde arabe et il dit textuellement, c'est pour vraiment construire une unité arabe, il faut lutter contre les dialectes locaux. Donc, parmi les critiques qu'on lui adresse, et je pense que ce sera la dernière pour lui. Et on passe au deuxième. Si vous avez des questions déjà, n'hésitez pas. Il y a quand même une chose, hein, chacun dans son pays fait son livre. Ah non. Il n'y a aucune autorité supérieure, genre les hasards, pour critiquer ou pour... Si. Quand j'ai dit tout à l'heure les fondamentalistes, c'est Al-Azhar. Pour Al-Azhar, par exemple, pour les prédicateurs de l'Azhar et pour les ulama, en fait, les savants Al-Azhar, Mohamed Arkoun, par exemple, qu'on va voir aujourd'hui, est un mécréant. Mécréant, oui. Il a été expulsé de plusieurs forums à cause de ses idées qu'on va voir. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, les fondamentalistes, on ne va pas étudier leur thèse, c'est exactement pour Al-Azhar et compagnie. Donc, on verra un type réformiste, mais pas dans les fondamentalistes. Donc, il y a toujours une autorité religieuse, que ce soit chez les chiites ou les sunnites, qui dite des fatwas contre Mohamed Arkoun, par exemple. Il y a un autre qu'on verra, qui est Nasr Hamid Abu Zayd, c'est un linguiste. C'est encore pire. Al-Azhar l'a condamné moralement. Ils lui ont fait un procès en justice. Et le procès est extrêmement bizarre. Le procès stipulait à la fin qu'il soit divorcé de sa femme. Et ça existe toujours, en fait, ce genre de... Il est exilé il est parti à Amsterdam. Il enseignait dans une université jusqu'à sa mort en 2011, je pense, ou 2012. Donc, ces autorités religieuses existent et aussi, ils influencent, ils impactent les politiques pour les autorités judiciaires aussi. Il y a quand même plus de 30 sectes dans la religion musulmane. 30 ? Il y a plus de 30 sectes différentes. Hein. Bien sûr. Mais ça, c'est des idées différentes, hein, quand même. Ouais, des idées différentes. Je pense que quand j'ai parlé des écoles juridiques l'année dernière, vous n'étiez pas là, je pense. On a parlé de tout cela, comme j'ai dit tout à l'heure brièvement, les écoles juridiques des sunnites 4, les écoles des chiites 14 et les écoles théologiques. Donc il y a beaucoup d'idées qu'on avait étalées. Vous êtes dans le monde, vous avez la même source qui est le Coran plus les hadiths, c'est-à-dire les paroles du prophète, et quand même vous avez des lectures différentes. Pourquoi? Parce que vous avez des sources de législation différentes, vous avez les mêmes sources de législation, mais avec des outils différents. Certains considèrent que les paroles des compagnons aussi peuvent être une source de législation. D'autres non, se disent non, uniquement le prophète. Pour le prophète, certains se disent, ah tiens, non, ce hadith n'est pas un hadith du prophète. Donc, ils mettent en cause l'authenticité. Donc, ces variables ont fait que vous avez un certain nombre d'idées, comme vous avez dit. On verra une partie de cela avec Arkoun. Arkoun, pour lui, il remet en cause le Coran lui-même.
Donc il dit qu'il n'a pas été écrit. Donc voilà, donc on verra. Donc moi je me raconte s'il y a des questions sur Al-Jabiri, s'il vous plaît, comme ça on passe De toute façon, le Coran n'a pas été écrit, il a été écrit. il a été, oui, mais il a été écrit après. Ça aussi, c'est Arkon, on verra ça. La codification dont j'ai parlé tout à l'heure, pour certains, ça a été écrit à l'heure du prophète, et pour d'autres, c'est bien après. Il a été réécrit. Non, c'est-à-dire qu'il est resté dans le stade oral jusqu'au troisième calife guidé. Othman, voilà. Et pour d'autres, c'est bien après Othman. Et c'est pourquoi, en fait, Arkon, il évoque l'historicité du Coran. C'est un concept qu'on verra avec lui. Mais en fait, je vais le mettre dans son contexte parce qu'il est influencé par l'école des Annales. On verra ça, en fait, si vous voulez. On passe à Arkon, alors. Mohamed Arkon, en fait, il y a une particularité chez Arkon et Jabiri. Quand je me suis arrêté l'autre fois sur la définition arabe, non arabe, Arkon et Jabiri sont deux berbères, deux amazirs, le premier au Maroc et le deuxième kabyle, en Algérie. Ouais. Et voilà, donc ils théorisent dans le cadre du monde arabo-islamique. Donc le critère linguistique est à exclure. Mohamed Arkon, il est né en 1928, mort aussi en 2010. Malheureusement, j'ai travaillé sur Arkon cette année. J'ai fait une émission dans le cadre des livres Khaled Nas, sur son livre qui constitue sa thèse principale, dont on verra un volet, qui critique la raison islamique. Là, la même chose. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec quelques-uns de ses amis, sa famille aussi. Il y a beaucoup de choses à dire quand on parle d'Arkon. Et je vais tout vous dire. Hein. Mais ici, le choix c'est bien de parler de religion, puisque c'est raison islamique et non plus raison arabe, comme tout à l'heure. Voilà. Parce que pour lui, il l'a écrit en français avant qu'il soit traduit en arabe. Donc, critique de la raison islamique, pour lui, il était plus exhaustif que le Jabiri. Le Jabiri s'est contenté d'examiner l'héritage arabo-islamique, mais pour Arkon, comme il maîtrise le français et l'anglais, donc il parle de l'Indonésie, il parle de tout le monde musulman. Donc, inutile de rappeler que le monde arabe ne représente que 20% du monde musulman. Et il a des ouvrages en anglais qui sont destinés justement à cette population musulmane non arabe. Donc, critique de la raison islamique, et si vous voulez, très judicieux comme question, parce que parfois il y a des détails sur lesquels je me passe et il s'avère important, comme critique de la raison islamique, c'était le titre du livre dans sa version originale, en français, en 1984. Et c'est le livre dans lequel il présente sa thèse principale. Vous avez d'autres, on en parlera, mais c'est la colonne vertébrale. Pour lui, quand il a voulu le traduire, il y a un écrivain syrien qui l'a traduit, qui est prof de philosophie à l'université de Damas. Je ne retiens pas son nom, mais celui qui a traduit après, je me suis entretenu avec lui, je le connais très bien, et qui est syrien aussi, Hachim Salah. Pour lui, le premier qu'il a traduit, là c'est un volet qu'il évoque dans son livre et qui est très important dans cette influence occidentale. Il a traduit littéralement le titre. Critique de la raison islamique, naqd al-aql islamique. Aux années 80, ce n'est pas 2014, ce n'est pas 2019. Les années 80, c'était le retour en force du wahhabisme, du fondamentalisme,
soutenu par le pétrodollar. C'était aussi la guerre en Afghanistan, les djihadistes qui combattaient contre l'URSS. C'était, je pense que les années 70 et les années 80, surtout les années 80, parce que le choc pétrolier, le premier c'était en 73, c'était le socle du fondamentalisme. Et vous sortez un livre qui s'appelle Naqd al-Aql, critique de la raison islamique. Inéluctablement, les fondamentalistes d'Al-Azhar et compagnie, jusqu'à nos jours d'ailleurs, ont attaqué Arkoun. Et on verra sur le fond, ce qu'il dit au fond est plus controversé que le titre. Donc le titre, ce n'est qu'un petit biscuit par rapport à ce qu'il va dire. Voilà donc, critique de la raison islamique, c'était le choix qu'il a fait. L'influence, Immanuel Kant, inutile de la commenter aussi dans cet ouvrage. Et quand il présente sa thèse, il parle de son expérience personnelle. Pourquoi écrire cela? Pourquoi avoir l'idée d'écrire cela? Et là, je reviens sur le point de départ de tout à l'heure, celui de la colonisation. Moi, j'ai vécu en Algérie. J'ai enseigné à l'université d'Alger. Donc, il est né en 1928. Il a étudié l'arabe et les sciences religieuses à l'université d'Alger. Il enseigne à l'université d'Alger sous l'autorité française. Après l'indépendance, que se passe-t-il? Il remarque quelque chose de très important qui est au cœur de ce qu'on est en train de dire. Il remarque qu'il y a une idéologie qui essaye de s'imposer sur la société algérienne. C'est une idéologie étrangère. La société algérienne, qui est une société musulmane, donc même après 1830, depuis 1830 jusqu'à 1962, il a gardé ce côté avec tout ce qu'on peut dire sur la politique éducative, sur les politiques françaises, sur la loi de 1905, est-ce qu'il a été appliqué en Algérie aussi ou pas. Donc ça, mis à part tout cela, c'est resté une société musulmane. Donc qui a toujours vécu une certaine tradition musulmane. Que ce soit sous l'Empire ottoman, bien avant, et sous l'autorité française. Donc pour lui, il y a une idéologie qui continue. Automatiquement, pour lui, il dit cela, mais si vous voulez décortiquer son langage, c'est qu'il y a une idéologie fondamentaliste qu'on essaye d'imposer, d'importer, d'exporter. C'est-à-dire qu'on nous exporte ailleurs, qu'on importe qu'un certain courant idéologique à l'intérieur importe. Si vous voulez, toute cette remarque, c'est la remarque qui se répète tous les jours dans le débat laïque islamiste aujourd'hui dans le monde arabe. Même hier au Maroc, on parle de cela en évoquant par exemple les tarawih, ces prières du soir au mois de Ramadan. Au mois de Ramadan, vous avez une prière collective qu'on fait dans les mosquées tous les soirs et qui dure 1 heure et demie. Donc, pour certains, on prie dans la rue, on bloque la circulation, etc. Donc, il y a des laïcs, des militants laïcs ou des laïcistes au Maroc aujourd'hui qui se disent, tiens, cela, on ne l'a jamais vécu au Maroc. Ça, vous êtes en train de nous importer une idéologie qui n'est pas. Et là, pour lui, donc, pour combattre cette idéologie, il a eu l'idée de travailler sur la critique de la raison islamique et de faire des recommandations sur des outils qu'il présente comme alternative aux outils traditionnels des sciences religieuses pour pouvoir moderniser l'héritage culturel arabo-islamique. Autrement dit, tout court, il faut appliquer les méthodes des sciences sociales modernes à l'héritage culturel arabo-islamique pour le moderniser. Il est impossible de moderniser cet héritage si vous ne faites pas appel aux méthodes des sciences sociales modernes. Donc, cette application des sciences sociales modernes, des méthodes des sciences sociales modernes à l'héritage culturel musulman, il l'appelle l'islamologie appliquée. Donc, c'est une nouvelle science qui est
prôné par Harkoun et qui reprend encore une fois la notion de l'épistémologie appliquée de Bachelard. Vous avez l'anthropologie appliquée des Américains. Donc c'est une notion qui existe déjà dans le vocabulaire scientifique occidental. Peu importe. Donc on va examiner les principaux moyens théoriques qu'il prône. Donc pour arriver à cela. Et chaque fois qu'on fait appel à une de ces recommandations, on va évoquer les circonstances dans lesquelles il les a énoncées. Donc l'islamologie appliquée, la première, on commence par l'histoire, comme vous avez parlé tout à l'heure du Coran. Donc l'historicité du Coran. Donc pour lui, il faut appliquer les nouvelles méthodes de l'école des annales françaises pour réécrire l'histoire arabo-islamique. Pour appliquer ces méthodes, donc pour sortir de ce langage théorique, donc l'école des annales, qu'est-ce qu'elle prône? L'école des annales, elle constitue une rupture par rapport à toutes les méthodes passées. Pourquoi? Parce que pour la méthode des annales, dans le document, avant, dans les méthodes classiques, le document historique est au cœur de la méthode. Donc vous vous basez sur la méthode, sur le document. Vous travaillez par exemple sur les accords Sykes-Picot, donc on part des documents diplomatiques comme élément de base sur les correspondances, et après on peut en sortir plusieurs. Pour la méthode des sciences sociales, elle a remis en cause cette méthode et elle prône l'usage des sciences sociales dans l'écriture de l'histoire. Donc pour écrire, pour par exemple parler du phénomène X dans une région, donc au lieu d'aller chercher dans les archives, les documents, on va chercher dans l'économie de l'époque, la sociologie de l'époque, l'historiographie de l'époque, l'ethnographie de l'époque, l'anthropologie de l'époque, donc tous les écrits qui engendrent la vie sociale de l'époque. Et après viendront les documents, bien entendu. Donc c'est ça en fait l'apport en deux mots de l'école des annales. Donc pour Harkoun, il revient sur la période de la révélation. Donc pour tous les autres, par exemple, Abd el-Jabiri, il est parti jusqu'à la codification, etc. Après, il a essayé de parler du Coran, mais ça n'a pas marché. Par contre, pour lui, donc, il est parti jusqu'à la révélation. Donc pour lui, il faut relire tous les liens, tous les enjeux de l'époque pour voir si c'est vraiment le Coran qu'on a aujourd'hui, qui a été écrit la première fois déjà, ou bien ceux qui l'ont écrit étaient influencés par les politiques, etc., etc. Donc, il y a un autre volet dans ce côté-là, et qui fera sa deuxième recommandation, donc l'historicité. Donc, inutile de rappeler qu'il a remis en cause le texte. Et il utilise un terme qui vraiment, quand j'ai dit tout à l'heure, le Coran est un discours à structure mythique. Là, c'est Harkoun. Le Coran est un discours à structure ou de structure mythique. Là, c'est parce que c'est la deuxième recommandation, mais justement, on va passer par le mythe pour parler de cette... Parce que la deuxième est anthropologique. Quand on lui adressait la critique, tu es en train de nous dire que le Coran est un mythe. Donc tu le remets en cause. Lui, il répond, moi, le mythe, parce que quand il a été traduit, justement par... donc quand il a été traduit la première fois, il a été traduit littéralement. Le Coran est un discours de structure à structure mythique. Le Coran, khitab du binya ustoria. Donc mythique en arabe, c'est ostora.
Et là, c'est le débat qui a été lancé encore une fois par Harkoun. Il dit non, moi je ne dis pas qu'il est Ostora. Mythe en français, ce n'est pas Ostora en arabe. Parce que Ostora en arabe, quand vous dites Ostora, c'est-à-dire vous nous racontez des... Voilà, c'est de l'imaginaire à 100%. Donc ça n'a aucun fait, ça n'a aucun lien avec le réel. Et je m'arrête sur ce détail parce qu'il est très important. Dans la deuxième version, justement, Critique de la raison islamique, il a été traduit la première fois en 86, et des années plus tard, avec toutes les critiques qu'on lui a adressées après Cantona, il a demandé à Hashim Saleh, c'est un écrivain et philosophe syrien aussi, de le traduire en arabe, une deuxième fois. C'est un bon traducteur en plus. Hashim Saleh, actuellement résident au Maroc, a proposé la première chose de choisir un autre titre. Donc on n'est plus dans la critique de la raison islamique. On est dans un autre titre, l'historicité de la pensée arabo-islamique. Voilà en fait le titre qui est critique de la raison islamique devient historicité de la pensée arabo-islamique. Voilà, c'est Hashim Saleh. Et pour cette phrase très controversée, qui est le Coran est un discours à structure mythique, il dit le Coran est un discours à structure métaphorique, majazi, balaghi. Donc on est sorti de la controverse, mais quand même, cette image de Harkoun, le mythe, le Coran, est ancrée dans la mémoire collective. Donc, on passe de cela à la deuxième recommandation, c'est que, donc on parle de l'histoire. La deuxième, c'est qu'il faut appliquer les méthodes de l'anthropologie dans la relecture de l'héritage arabo-islamique. L'anthropologie. Quand on parle du mythe en anthropologie, toutes les écoles d'anthropologie ont parlé du mythe, ont examiné le mythe. Mais qui a influencé Harkoun? Vous avez en anthropologie l'école fonctionnaliste, notamment britannique, américaine, appliquée américaine, diffusionniste, marxiste, et puis viendra l'école structuraliste. Et les françaises, c'est Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss qui influence. Harkoun et Mohamed Abed El-Jabali sont très impactés par l'école structuraliste en anthropologie. Claude Lévi-Strauss, le structuralisme en anthropologie, il a été repris en linguistique chez Ferdinand de Saussure. Donc les structuralistes, oui aussi, c'était les mathématiques à la base. Mais l'essentiel, c'est que Claude Lévi-Strauss impacte Harkoun dans la structure du mythe. Premièrement, donc quand on dit le Coran est un discours de structure mythique, il dit qu'il faut lire cela avec une idée, avec un bagage anthropologique, avec des outils anthropologiques. Pas avec des outils lexicologiques dont on a parlé tout à l'heure avec le bayan et les techniques discursives. Donc si vous lisez cela avec les techniques discursives, vous tombez dans Harkoun et mécréant. Donc la méthode anthropologique donc, dans le mythe. Le Coran est un discours de structure mythique. La deuxième idée d'Harkoun dans le mythe, c'est ce qu'on appelle dans le Coran al-Qasas. Al-Qasas, c'est les contes. Là, vous verrez que Harkoun est allé très loin. Donc, les contes dans le Coran, c'est comme les contes dans la Bible et dans le Coran. Sauf que ça a une autre structure. Donc, par exemple, dans la Bible, ça commence du début jusqu'à la fin. Par contre, là, on énonce des parties pour X, Y, Z, etc. Donc, ce n'est pas des contes complets, mais à chaque fois, pour lui, les contes dans le Coran, ce ne sont pas des faits historiques. C'est aussi métaphorique. Donc, il faut lire le conte avec les méthodes de Claude Lévi-Strauss, le décortiquer et en sortir les enseignements. Parce qu'il y a des enseignements derrière. Donc pour lui, ce n'est pas, de l'imaginaire qu'on raconte, ce n'est pas un roman écrit, mais c'est un mythe dans le sens du mythe anthropologique. Dans les sociétés qu'ils appellent en anthropologie primitive, dans tous les mythes qu'ils ont, vous avez des enseignements. Donc les mythes des sociétés étaient gérés sur
les sociétés primitives étaient gérées par des principes qui sont tirés des mythes. Et lui, oui, pour lui, donc, les enseignements de l'islam, il faut les tirer des mythes, il ne faut pas les prendre comme des faits historiques. Ça, c'est très, très, pour les fondamentalistes, ça n'a pas été accepté. Les contes ici, ça veut dire al-hadith. Al-Qasas. Al-Qasas. Al-Qasas, dans le Coran, vous avez des contes. Donc, par exemple, il vous parle du prophète Moussa. Oui. Il dit que Moussa a fait ça et ça, donc Moussa est arrivé dans une... Voilà, donc il a pris son bâton et puis les gens... Il dit que cela n'est pas un fait historique. C'est inenvisageable qu'un bâton puisse créer une boîte sur la mer, par exemple. Voilà. Donc pour lui, c'est un mythe, il faut le décortiquer en utilisant les méthodes de Strauss. Voilà, donc on a dit l'histoire, l'anthropologie. On ne sort pas encore de l'anthropologie. Et moi, personnellement, quand je travaillais sur Harkon, je trouvais que Claude Lévi-Strauss, c'est lui qui l'a influencé le plus. Donc tout le reste, c'est... Pourquoi? Parce que là encore, il va parler de la culture savante et la culture populaire. Et ça, c'est un terme anthropologique. L'anthropologie, on est passé de l'oral à l'écrit, du populaire au savant. Et pour lui, le Coran est passé de l'oral à l'écrit. Donc, l'écrit l'écrit qui a succédé à l'oral, il ne faut pas le prendre littéralement. Pour lui, il ne correspondra jamais à l'oral qu'on a vécu la première fois, qu'on a écouté la première fois, qui a été transmis la première fois. Donc, pour Harkon, si vous voulez, l'historicité du Coran, c'est une remise en cause d'un côté, et le passage de la culture savante, la culture populaire à la culture savante, ou bien la voix écrite, c'est une remise en cause d'un autre côté. Et il insiste, il dit que moi, c'est-à-dire que ce n'est pas une lecture athéiste, c'est une lecture laïque. Il ne faut pas remettre en cause, comme Nasser Ahmed Abou Zaid qu'on verra. Quand on lui a demandé au tribunal au Caire de prononcer les shahadatayn pour dire qu'il est musulman, il a refusé, il a dit non, mais moi, si je le fais, c'est que vraiment vous m'avez vaincu. Moi, je n'ai pas besoin de prouver à qui que ce soit que je suis musulman. Ce que je suis en train de dire est une lecture rationnelle, c'est un avis, c'est un point de vue qui ne remet pas en cause les fondements, ce qu'on appelle les constantes, les fondements, les fondations de l'islam. Donc pour Harkon aussi, donc, il faut prendre cela avec beaucoup de pincettes et ne pas surtout tomber dans le piège de ceux qui se sont précipités à le diaboliser. Donc les contes, quand on lui pose la question, quand on lui pose la question sur cela, il fait appel à une génération, parce que quand il a fait sa thèse à la Sorbonne aux années 60, il a travaillé sur une génération d'intellectuels arabo-islamiques, notamment des Perses. La génération de Miskawayh et Tawhidi. C'est une autre histoire, mais c'est une génération qui prônait l'usage de la raison. C'est comme les Mu'tazilites dont on a parlé dans les écoles théologiques. Et dans sa thèse, si vous voulez, le titre de sa thèse, c'est l'humanisme dans la culture arabo-islamique. Donc il dit que l'humanisme, on n'attend pas l'humanisme de l'Occident pour Harkon. Ce n'est pas l'humanisme dont on parle dans les Lumières, dans les siècles qui vont succéder en Occident, mais on avait un humanisme dans le monde arabo-islamique qui a été prôné par ce Miskawayh et Tawhidi. C'était le 2e siècle de l'Hégire. Donc c'est les premières générations d'intellectuels. Donc pour lui, il tente de refaire vivre, de raviver cet humanisme qui a existé à un moment donné, qui a été censuré par les politiques. Voilà en fait, si vous voulez, mieux cerner Harkon. Après, c'est ce qu'il dit. Donc, pour la lecture historique, la lecture anthropologique, la troisième des choses, il va à ce qu'on appelle le i'jaz dans le Coran, le miracle du Coran.
le miracle scientifique dans le Coran. Donc, si vous voulez, les prédicateurs fondamentalistes aujourd'hui, ils se servent de ce qu'ils appellent i'jaz pour prôner leurs principes et pour faire la da'wah. Je vous dis un exemple. Un exemple, le fœtus. Toutes les stades de l'évolution du fœtus, ça a été cité dans un verset coranique. Donc, pour eux, c'est bon. À chaque fois que la science arrive à un résultat X, ils viennent voir les gens pour dire « Ah, ça a été cité dans un verset au Coran. » Donc, pour lui, je trouve que c'est un peu populaire chez Harkoun. Je ne voulais pas personnellement qu'il descende plus bas, en fait, que ce qu'il a fait là, pour répliquer à ceci, mais c'est peut-être important aussi. Pourquoi? Parce qu'il leur dit, vous n'avez pas besoin, si vous êtes vraiment compétent, il fallait prouver scientifiquement, il faut développer ces atouts scientifiques pour arriver à ces résultats, et après vous pouvez nous dire que ça existe dans le Coran. Et la deuxième, il dit que la science se remet en cause automatiquement. Donc, vous n'avez pas intérêt à chercher toujours des identifications entre les progrès scientifiques et les versets coraniques qui sont normalement, qui ne seront pas remis en cause dans un moment donné, qui ne devraient pas le faire. Donc, il critique le miracle. Pour lui, il dit qu'il n'y a pas de miracle. Tout ce qu'on dit quand on parle du miracle scientifique dans le Coran, c'est une méthode qui a été utilisée dans les religions chrétiennes, dans les religions judaïstes, pour convaincre les simples d'esprit. De toute façon, ça c'est un détail chez Harkoun qui personnellement ne me fascine pas trop, mais je le cite parce que je vous ai dit que je vais tout dire. Voilà en fait les idées principales d'Harkoun en islamologie appliquée. Il parle de cela. La dernière qui a trait avec la France. C'est la critique la plus acerbe qu'on lui adresse, c'est la laïcité. Sur la laïcité, il a une position double. Premièrement, donc là, le principe de la séparation de la religion et du pouvoir, etc., pour lui, oui, c'est une nécessité. Mais plus loin encore, c'est que il est inutile, il est inadmissible d'aller chercher des enseignements juridiques dans les versets coraniques. Donc pour lui, les versets coraniques, le Coran en général, c'est un texte qui peut servir dans la recherche du sens, dans le comportement, le tempérament du quotidien, mais pas pour la gestion des affaires de la société. Il prend la laïcité. C'est-à-dire inutile d'appliquer ce qu'on appelle aujourd'hui la charia. Voilà. Il la remet en cause non seulement comme font les autres, comme le font dans d'autres contextes aussi, mais il la remet en cause totalement, il prend la laïcité. Mais, pourquoi c'est double? Sans tomber dans le modèle français. Voilà. Donc, sans non plus tomber dans le modèle anticlérical français. Donc, il ne faut pas que la laïcité, voilà, inutile de vouloir faire disparaître la religion de l'espace public. Inutile d'exporter les modèles existants en Occident, les modèles laïques existants dans le monde arabe. Inutile d'ignorer, de négliger les particularités culturelles locales. Voilà, en fait, pour lui, c'est ce qu'il prône. Je sais que ça déplaît à certains, mais je vais promis de tout vous dire. Hein. Est-ce qu'il y a un vrai modèle français? Il n'est pas nécessairement anticlérical. Comment tu le sais? Il
Il y a plusieurs tendances, je veux dire. Là, il y a plusieurs temps. Lecture de la laïcité en France. Et la loi de 1905, il n'est pas anticlérical. Mais quand on parle d'anticléricalisme, c'est surtout le discours politique dominant actuellement. Actuellement. Mais ce n'est pas automatiquement. On ne peut pas dire que le modèle français est anticlérical. Mais les interprétations qu'on en fait aujourd'hui, avec toutes les influences des uns et des autres, voilà, sinon, Jean Jaurès, etc. Non. Voilà pour Harkoun. Harkoun, il prend l'usage de toutes ces méthodes pour une bonne lecture de textes coraniques, en plus de la linguistique. Linguistique structurelle, la sémiotique, pour la lecture des textes. Donc il ne faut pas se contenter de la lecture discursive. Voilà en fait, en grosso modo pour Harkoun et pour les critiques. Je vais vous présenter les critiques. C'est ça l'islamologie d'Harkoun. Anthropologie, histoire, linguistique, sémiotique. C'est tout. Quand tu parles de la laïcité sans tomber dans le système français, ça veut dire qu'on peut être laïque, mais on garde toujours les mariages selon la religion, etc. Comme ça. Non, mais non. Quand on dit pas dans le modèle anticlérical dont j'ai parlé, Ouais. c'est la laïcité qui garde la même distance de toutes les religions. Ouais. Mais ce n'est pas la laïcité qui cherche à faire disparaître les La religions. Voilà. On peut être Voilà. laïque, mais on garde- C'est ça le modèle anticlérical. C'est-à-dire, parce que là, en fait, pour Harkoun, quand il explicite cette idée dans ses ouvrages, il dit que la laïcité, normalement, c'est une forme de liberté qui vient libérer les gens des clergés, de la théologie, etc. Mais quand elle s'oppose, ou bien elle tente à faire disparaître les religions, elle devient une sorte de dogmatisme qui réprime les gens. Mais ça, on trouve ça dans le communisme. Le communisme aussi. C'est Oui, bien sûr. Qui tendait à faire disparaître les religions. Bien sûr, c'est une forme de laïcité. Quand je parle de... C'est l'extrême. Voilà, c'est ça. C'est une forme. Mais en France, on a la liberté de croire et de ne pas croire. De ne pas croire. Voilà. Oui. Non, quand je dis c'est le discours politique qui par exemple, le combat contre le foulard dans l'espace public. Ça, c'est une forme d'anticléricalisme. Le foulard est-il religieux? Pour eux, c'est une revendication, c'est une expression religieuse. Voilà, en fait, pour Harkoun, on peut s'opposer à